Exupéry. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la littérature, qui disaient pourquoi nous haïr? Pourquoi nous haïr? Nous sommes solidaires, équipage d'un même navire et solidaires d'un même destin. Alors, au-delà de nos différences, de nos divergences politiques, nous restons les Camerounais. Alors, je commence direct en précisant tout de suite les choses. J'ai reçu beaucoup d'accusations. On m'a traité d'espion, d'agent double et tout ce que vous voulez. Mais nous sommes des Camerounais. Personne n'a le monopole, à lui tout seul, de parler au nom de notre pays. Voilà. Nous appelons de nos voeux l'avènement d'un état de droit démocratique au Cameroun, où chacun puisse exercer librement, indépendamment de ses origines, de son appartenance ethnique ou tribale, qu'il puisse réaliser son destin. Et c'est pour ça que ce combat est le combat de tous les Camerounais. Donc il n'y a pas de Camerounais qui soient plus aptes ou habilités que les autres à parler au nom du Cameroun. Donc quand je m'exprime ici, je le fais en mon nom. Je suis Camerounais, père et mère. Je suis natif de la Damawa, c'est-à-dire que je suis de l'arrière-pays. Donc je parle en mon nom et en mon nom simplement, mais je parle aussi au nom des Camerounais qui, comme moi, se reconnaissent dans ce combat-là. Voilà. Donc, mon intention n'est pas de voler la vedette à qui que ce soit. Je parle en tant que Camerounais. Le droit, j'ai ce droit-là. Et comme tous les Camerounais, je reconnais ces droits à tout le monde. Et c'est pour ça que nous nous battons ensemble. Alors, ayant dit cela, la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés au milieu du gué. Nous parlions de l'histoire du Cameroun. Parce que nul ne peut comprendre la situation actuelle de notre pays s'il ne fait pas un bond en arrière. Déjà que les colons ont tout fait pour nous cacher l'histoire de notre pays. Et les plus jeunes d'entre vous, ceux qui n'étaient pas suffisamment grands ou qui n'étaient pas nés du tout, la connaissent encore moins que leurs aînés qui la connaissaient déjà pas bien. Alors, donc c'est pour ça que dans mes interventions, ce que je vise, c'est un partage des connaissances. C'est quelqu'un qui disait que quand on ne connaît pas son passé, son futur est très très difficile à envisager. Alors nous parlions du multipartisme l'autre jour. Le Cameroun se retrouvait dans une situation un peu similaire à la Côte d'Ivoire où le multipartisme a existé dans ce pays depuis la nuit des temps. Et l'ironie du sort, c'est que c'est le président Biya qui va ramener ce débat à la table. Lorsque le président Ahidjo, en 1983, a voulu imposer la primauté du parti unique sur l'État, subterfuge par lequel il a tenté de revenir au pouvoir. Et pour le président Biya, qui était alors en opposition avec son prédécesseur, l'homme qui l'a fait roi, a rappelé que le multipartisme existait dans la constitution du Cameroun, ce qui n'est pas faux du tout. C'est-à-dire que le Cameroun a eu plusieurs partis politiques jusqu'en 1966. Ahidjo a donc fait ce qu'il a appelé les partis unifiés, façon habile de ne pas parler de parti unique, excusez-moi. Donc, il ne voulait pas parler de parti unique, mais il parlait de parti unifié. Ça, c'est ce que font tous les dictateurs. Alors, il a donc demandé à certains chefs de parti de s'associer à lui et de se fondre dans son parti de l'époque, l'UC, qui s'appelait d'abord l'UC, c'est-à-dire l'Union camerounaise. Et quand il a absorbé d'autres partis politiques, notamment des partis des gens du Sud comme Charles Assalé, il a fait donc appeler son parti l'UNC, qui voulait donc dire l'Union nationale camerounaise. Alors, lorsqu'il s'est trouvé en difficulté avec le successeur constitutionnel, entre guillemets, qu'il avait donné aux Camerounais, Paul Biya a rappelé que si nous étions venus au parti unique en 1966, le multipartisme n'avait pas été supprimé dans la constitution camerounaise. Donc, il était suspendu. Mais l'ironie du sort va vouloir qu'en 1990, le bâtonnier Maître Yondo Black va se souvenir, au bon souvenir de Paul Biya, et va lui retourner le compliment en disant qu'en fait, la constitution du Cameroun reconnaissait le multipartisme. C'est-à-dire que ce dernier n'avait jamais cessé d'exister et il fallait l'appliquer. Alors, donc ça, c'est le début à ce que vous avez connu, c'est-à-dire l'escalade des villes mortes.
Mais si on fait un petit retour en arrière, ici à Londres en 1987, j'avais fait la connaissance chez Ndé Toumanza qui était le patron de l'UPC, c'est-à-dire que la branche anglophone de l'UPC. J'avais fait la connaissance d'un monsieur qui s'appelait Albert Munkon. Et c'est lui qui va rédiger un manifeste qui s'appelle The Case for the Southern Cameroon, revendiquant le fait que la partie anglophone du Cameroun avait vocation à accéder à son indépendance. Et ce bouquin, ce pamphlet dont j'ai rédigé la préface, va servir aux sécessionnistes d'éléments juridiques pour leurs revendications. Mais le propos est ailleurs. C'est-à-dire que à partir de ce document, c'est là où le SDF va voir le jour, à partir de ce document. Mais Albert Munkon ne pourra pas se représenter, il va faire appel à Mfrundi. Mais Mfrundi va joindre le SDF, il n'est pas le créateur, parce que le créateur du SDF, c'est Albert Munkon, c'est lui qui a donc rédigé ce document auquel je faisais allusion tout à l'heure, ça veut dire The Case for the Southern Cameroon. John Mfrundi, qui avait vécu un peu au Nigeria, qui était venu au Cameroun, enfin, il fait des allers-retours entre le Cameroun et le Nigeria, qui avait installé un business. On ne lui connaissait pas d'activité précise. Il était plongé dans un certain affairisme. Il va se fâcher avec le RDPC, parce qu'il était membre du RDPC. Il va se fâcher avec le RDPC parce qu'on va lui préférer Simon Pierre Achidou Ajou, qui va devenir Premier ministre. Ceux qui étaient au Cameroun se rappelleront de ce nom. On va lui préférer Achidou. Alors lui, il va aller dans l'opposition par dépit amoureux. Alors comme vous ne voulez pas de moi au RDPC, alors moi je vais faire chemin avec le SDF. Voilà comment il devient le patron du SDF. Mais quand on repart, quelqu'un me posait la question l'autre jour, parce que je vous ai promis l'autre jour que les questions auxquelles on n'avait pas répondu, on devait y répondre aujourd'hui. Alors quelqu'un me demandait pourquoi est-ce qu'on faisait allusion à la notion de trois Cameroun. Je vous ai bien dit l'autre jour que lorsque, je crois que c'était le 4 février 1916, au terme de la défaite de l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne se partagent le Cameroun. Mais on va assister à un partage de Lyon. C'est-à-dire que la France va prendre les 4/5 du territoire camerounais et il va offrir le 5e du territoire à la Grande-Bretagne. Non que la France l'ait fait de façon autoritaire, mais un peu avec l'agrément des Anglais. Parce que depuis très longtemps, les Anglais ont toujours pensé qu'on ne pouvait rien tirer du territoire camerounais. C'est pour ça que depuis le 19e siècle, lorsque les dignitaires Douala ont écrit aux autorités britanniques de prendre le Cameroun comme leur protectorat, ils ont refusé. Ils ont toujours estimé qu'il n'y avait rien de bon à tirer dans ce pays. Et c'est pour ça qu'ils se sont contentés du 5e. Lorsqu'il y a eu le rapatriement, il y a Johan Tama qui me dit de parler de la base. Ça va venir, cher ami. Donc nous parlons de l'histoire et nous revenons sur la liaison avec l'actualité. Tapa Christophe, bonjour, qui nous joint depuis New York, bienvenue. Alors, cette partie, le 5e, je parle à Johan Tamak qui nous parle de la base et de la situation avec nos frères anglophones. Mais vous allez voir que tout ça se tient. Tout ça se tient parce que le problème que nous connaissons aujourd'hui date déjà de cette époque. Alors, comme je disais en amont, la Grande-Bretagne va hériter du 5e du territoire camerounais. La France ayant les 4/5. Mais le 5e qui va revenir aux Britanniques va être divisé en deux. C'est-à-dire les Anglais vont le diviser en deux, rattachant une partie à la partie septentrionale du Nigeria, ce qu'on va appeler le Northern Cameroon, et l'autre partie à la partie méridionale du Nigeria, enfin l'est du Nigeria, ce qu'on va appeler le Southern Cameroon. Alors lorsque nous allons avoir le 13 février 1961 le référendum ou le plébiscite, le Northern Cameroon va choisir de rester rattaché à la fédération du Nigeria, alors que le Sud va choisir de rejoindre ce qu'on appelait alors la République du Cameroun, c'est-à-dire la partie francophone du pays. Mais le problème va venir de ce que nous sommes dans un jeu de dupes, parce qu'il y a 3 ou 4 factions.
La première faction, amenée par le docteur Emmanuel Ndele, estime qu'ils veulent obtenir une espèce d'autonomie au sein même de la Fédération du Nigeria et avec le temps, éventuellement avoir un pays. Alors, on va trouver des partisans d'une autre thèse qui vont dire que voilà, nous voulons une indépendance tout de suite pour créer notre pays à nous. C'est ce qu'on peut appeler les ancêtres de l'Ambazonie. Et nous aurons une autre tendance, ceux de l'aile de Djongo Foncha, qui a été Premier ministre du Cameroun. Cette aile va dire, voilà, nous voulons l'autonomie, mais en dehors du Nigeria, mais en collaborant avec le Cameroun, avait pourvu notre indépendance et la réunification des deux Camerouns, c'est-à-dire le Cameroun tel que nous l'avions sous l'Allemagne. Voilà ce qui va aboutir à l'indépendance. Cette tendance sera majoritaire. Ils vont obtenir l'indépendance le 11 février, pardon, le 11 octobre 1961, qui va correspondre à la date de leur rattachement au Cameroun francophone. Et dans la foulée, Djongo Foncha deviendra Premier ministre de cette partie et vice-président du Cameroun, après le président Ahidjo. Mais les ennuis vont partir de là-bas. Mais tout à l'heure, je vais refaire un saut en arrière pour voir le style de colonisation. C'est-à-dire que ce qui a d'ailleurs poussé les anglophones à vouloir un pays à eux est la façon dont ils étaient administrés, traités par les Britanniques. Les Britanniques qui avaient un mode de colonisation qu'on appelle indirect rule. C'est-à-dire qu'au contraire de la France, qui faisait l'assimilation, qui voulait que les gens s'appellent comme les Français, comme moi, je m'appelle Jean-Pierre Dupont, qu'on parle français comme eux, qu'on raisonne en français. Les Anglais vont adopter le indirect rule. C'est-à-dire qu'ils vont confier l'administration du territoire qui était sous leur charge aux chefs locaux, aux chefs traditionnels locaux. Là-dedans, on va avoir ce qu'ils appellent les district officers qui administrent les différents points. C'est-à-dire, vous allez avoir 4 points. Vous allez avoir des principales localités comme Manfé, Kumba, Bamenda et Victoria. Victoria qui est devenue Limbe. Et là-dedans, on va confier l'administration aux chefs traditionnels locaux. La seule condition que les Anglais demandent, c'est de ne pas toucher à ce qui tient à la civilisation anglaise et à la législation britannique. En dehors de cela, les chefs traditionnels avaient les coudées franches pour administrer les territoires dont ils avaient la charge. Et les Britanniques vont leur donner les moyens. Ils vont leur donner les moyens logistiques pour disposer des prérogatives, etc., etc. Mais il n'y aura pas d'école. Il n'y aura pas d'école. C'est beaucoup plus tard qu'il va y avoir une école à Sassé du côté, je crois, du côté des Boyards. Mais même pour aller à l'école primaire, les anglophones devaient aller dans des villes, soit directement à Lagos ou à l'est du Nigeria. Pourtant, ils ont souvenir que bien avant la défaite de l'Allemagne, bien avant la séparation des deux Camerouns, la première école était chez eux, à Bimbia. La toute première école qui a existé au Cameroun, le 21 avril 1845. La première école était chez eux. Et cette école, ce jour, comptait, je crois, 35 élèves, 35 écoliers. Donc, et puis la première langue qui avait été parlée au Cameroun, c'était l'anglais, à la faveur de cette école. École ouverte, je me répète, le 21 avril 1845, à Bimbia, dans le sud-ouest. Et c'est un pasteur jamaïcain du nom d'Emerick qui va ouvrir cette école. Joseph Merrick, le pasteur jamaïcain en question. Et donc, ils avaient beaucoup d'avance. Ça, c'est longtemps avant l'arrivée des Allemands au Cameroun, leur défaite, et longtemps avant que les Britanniques ne scindent le pays en deux. Enfin, qu'ils n'aient cette partie en échange. Donc, ils s'étonnaient, ils disaient, mais nous avons été les premiers. Joseph Merrick, voilà, merci. Le pasteur jamaïcain en question s'appelait Joseph Merrick. Ils disent, mais nous avons été les premiers à avoir une école depuis 1845. Et maintenant que nous sommes sous administration britannique, parce que les Britanniques, il faut le dire, s'en foutaient complètement. La seule chose qui les intéressait était l'exploitation des richesses naturelles, les richesses agricoles, etc. Mais ils ne s'occupaient pas de l'administration au jour des populations, qui étaient abandonnées à l'administration des chefs traditionnels. Les chefs traditionnels qui avaient reçu mandat
de continuer à régner. Mais ce n'était pas compatible avec l'éducation, la scolarité moderne. Pour cela, il fallait qu'ils aillent directement à Lagos ou alors dans des contrées lointaines de l'Est Cameroun, pardon, l'Est Nigeria, auquel ils faisaient la frontière. Et dont ils dépendaient même d'ailleurs, puisqu'ils étaient maintenant rattachés au Nigeria. Donc, le contexte est celui-là lorsqu'ils ont accès à l'indépendance. J'ai dit bien indépendance entre guillemets, parce que leur indépendance va intervenir le jour même du référendum, des deux référendums. Le premier ayant eu lieu au nord, où ceux-là, Northern Cameroun, ont choisi d'être rattachés au Nigeria. Le deuxième référendum, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les partis anglophones du Cameroun, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest, qui intervient le même jour, mais qui correspondra à leur indépendance, le 11 février. Et c'est cette date que le président Ahidjo va garder comme la fête de la jeunesse, qui correspond en fait à la date de l'indépendance de la partie anglophone du Cameroun. Ils obtiennent l'indépendance et le même jour, ils sont rattachés au Cameroun francophone. Donc voilà le contexte dans lequel ils obtiennent leur indépendance. Nous sommes en 1961. Ils vont avoir des élus, ils vont avoir un parlement à eux. Le premier ministre est en même temps vice-président du Cameroun fédéral, le président Ahidjo étant le président fédéral. Pour faire bonne mesure et indiquer la participation de nos frères anglophones, on va donc lui céder la vice-présidence, par souci d'équité. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que au-delà de cela, l'UPC va voir le jour, mais en collaboration avec plusieurs anglophones, parce qu'ils se sont inspirés des revendications des anglophones, parce que les anglophones, sous le Nigeria faisant partie de la colonie britannique, demandent à retrouver ce que certains d'entre eux estiment être leur patrie d'origine. Alors il va y avoir plusieurs partis politiques. S'inspirant de cela, l'UPC va voir le jour. Mais contrairement à ce que j'entends ici et là, bonsoir à Patricia Lou, bienvenue, bonsoir à Béatrice Mekongonis depuis la Norvège, mais contrairement à ce que quelqu'un me disait l'autre jour, me disait, voilà, les Bassa ont créé l'UPC et les Bamileke ont adhéré à l'UPC. Mais c'est faux. L'UPC n'a pas été créé par Ruben Oumiobe. L'UPC a été créé par 12 personnes. Ça s'est passé dans un café de Douala Bassa. Nous sommes, je crois que j'ai la date, nous sommes le 10 avril 1948. Et l'UPC a été créé par 12 personnes. Et 12 personnes, j'ai la liste sous les yeux. La première personne, si vous voulez noter, vous prenez des notes, mais l'UPC a été créé par 12 personnes, réunies au café chez Sierra, au quartier Douala Bassa. Et les 12 personnes sont Jacques Ngom. Il y avait Jacques Ngom, il y avait Charles Assalé. Charles Assalé qui était des Bolova, je pense. C'est Philippe Kwedi qui me dit Ndjoumessi. Non, Ndjoumessi n'était pas parmi les créateurs de l'UPC. Les fondateurs de l'UPC, le 10 avril 1948, étaient 12. Il y avait Charles Ngom, Charles Assalé, pardon, Jacques Ngom, hein, pas de Charles Ngom, c'est Charles Assalé, Jacques Ngom, Guillaume Honte, Joseph Raymond Etundi, Léopold Moumé Etia, à ne pas confondre avec Moumier, hein, Léopold Moumé Etia, j'ai dit bien Moumé et non Moumier, ce qui n'est pas la même personne. Ensuite, il y a Georges Yemi, Théodore Ngosso, Guillaume Bagal, Léonard Bouli, pardon, Emmanuel Yap, Jacques-René Bidou, et puis il y a H.R. Manga Mado. Voilà les fondateurs de l'UPC, le 10 avril 1948 à Douala. Oumiobe n'y était pas, Roland Félix Moumier n'y était pas, et pas davantage des leaders historiques qu'on verra plus tard apparaître comme Ernest Wandji ou les Abel Kingé, etc., etc. Donc c'est ceux-là qui ont créé l'UPC. Mais l'UPC n'a pas voulu la lutte des égaux. C'est-à-dire que les gens vont évoluer. Parce que quand l'UPC est créé, Ruben Oumiobe, qui en sera le secrétaire général emblématique, n'est même pas le premier. C'est-à-dire qu'il sera beaucoup plus tard. C'est dans les années 50 qu'il va devenir le deuxième secrétaire général de l'UPC. Il va revisiter les accords liant le Cameroun à l'Allemagne. Et il va découvrir, stupéfait, que le Cameroun n'a jamais été une colonie allemande.
Parce que lorsque les Allemands arrivent au Cameroun, ils n'ont pas des accords. Ils vont signer, je crois, le 12 juillet 1884, ils vont signer un traité avec les chefs traditionnels Douala. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du traité germano-Cameroun, mais on va parler du traité germano-Douala. Voilà. Ils signent un traité avec les Douala. Mais dans ce traité, l'esprit de ce traité, l'esprit et la lettre de ce traité, c'est que les Allemands doivent rester cantonnés à Douala et ses environs. Ils n'ont pas le droit, au terme de ce traité, d'aller s'aventurer à l'intérieur de l'arrière-pays. C'est cette entorse, c'est l'entorse à ce contrat qui va créer des problèmes entre les Douala et les Allemands. Mais il faut dire que c'est un traité tout à fait illégal, parce que les chefs Douala n'ont pas la légitimité sur tout le Cameroun. C'est-à-dire que quand ils signent un traité avec les Allemands, ce traité doit les concerner eux seuls, et non engager tous les autres Camerounais. Bonsoir à Ngué Freguet qui nous rejoint. Bienvenue. Donc, on va sentir des dissensions. Parce que quand les Allemands arrivent au Cameroun, le Cameroun n'a pas la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas un État dans le style d'un bloc homogène monolithique. Nous sommes dans une juxtaposition des royaumes juxtaposés les uns à côté des autres, des féodalités indépendantes. Mais les Douala qui faisaient avec les Allemands, du business, parce que les Douala ont vendu beaucoup d'esclaves qu'ils allaient chercher à l'intérieur du pays. Ils ont pris des esclaves à l'ouest, ils ont pris des esclaves dans le pays Tika, ils en ont même pris au nord, et ils vont venir avec ces esclaves les vendre aux Allemands. C'est la même chose avec d'autres cultures, des récoltes comme l'huile de palme, etc., etc. Mais les Allemands, à un moment, vont passer en force pour aller dans l'arrière-pays. C'est à quoi absolument rien ne les autorisait. Parce qu'ils avaient un accord, un traité avec les chefs traditionnels Douala et pas avec le reste du Cameroun. Mais bien avant cela, le Cameroun a failli être une colonie britannique, longtemps avant l'arrivée des Allemands. Il faut dire que, vous connaissez cette histoire, lorsque les premiers Européens, les premiers explorateurs arrivent à Douala, notamment enfin au Cameroun, Fernando Po, l'explorateur portugais, il va même rester dans une île à un moment, etc. Ils ne vont pas coloniser. Les premiers explorateurs européens qui arrivent au Cameroun sont des Portugais, et nous leur devons notre nom, comme vous le savez, Rio dos Camaroes, le fleuve qui abritait les crevettes, c'est qui va se transformer en Cameroun, le nom que nous avons aujourd'hui. Mais les Anglais vont arriver au Cameroun immédiatement après les Portugais, et on va commencer à parler leur langue, notamment les Sawa. Je vous parlais tout à l'heure de Joseph Merrick, ce pasteur jamaïcain. Peu après lui, va arriver un autre pasteur anglais qui s'appelle Alfred Sacker. Mais il faut dire que la Grande-Bretagne n'avait pas d'intérêt au Cameroun. Enfin, elle estimait qu'il n'y avait franchement rien à tirer au Cameroun. Autrement dit, depuis le 19e siècle, sous le règne de la reine Victoria, les chefs Douala avaient envoyé des messages, avaient envoyé des émissaires, demandant à ce que la Grande-Bretagne prenne le Cameroun comme un protectorat. Alors, les Anglais n'ayant pas répondu, d'autres chefs Douala qui faisaient du business vont aller en catimini signer un traité avec les Allemands, dévançant ceux qui souhaitaient que la reine Victoria prenne le Cameroun sous son protectorat. Donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Mais les Allemands vont dès lors aller dans l'arrière-pays. Ils vont faire la guerre avec tout le monde, avec les Lamido du Nord, etc. Excepté chez les Bamoun, où le roi Njoya, qui était un habile manœuvrier, a fait semblant de leur accorder des concessions, a demandé à certains de ses sujets de devenir protestants, lui-même ne l'étant pas, à cause de ses femmes. Et le seul endroit où les Allemands ne vont pas faire la guerre, c'est chez le roi des Bamoun. Partout ailleurs, ils vont pacifier, ils vont aller jusqu'à Fort-Lamy, Fort-Foro, N'Djamena, tout ce que vous connaissez, mais chez les Bamoun, ils ne feront pas la guerre.
Donc, le contexte politique est celui-là. Mais revenons sur Oumniobé. Oumniobé, en faisant ses recherches, va se rendre compte que le Cameroun n'a jamais été la colonie de quiconque. Parce que s'il est vrai que les Allemands avaient un traité depuis le 12 juillet 1884 avec les chefs Sawa, mais ce traité n'engageait pas le reste du Cameroun. Donc Oumniobé, à ces titres-là, demande à aller aux Nations Unies demander l'indépendance du Cameroun. L'indépendance du Cameroun sur la base selon laquelle l'occupation et allemande, et française, et britannique était illégale. Était tout à fait illégale. Il y a quelqu'un qui me demande de citer les sources Mbakop. Ben, il y a plusieurs sources. Vous pouvez lire par exemple Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. Je crois que la guerre a commencé en 1955 jusqu'en 1971. Donc vous pouvez lire Cameroun, ça s'écrit avec K. Voilà. Il y a plusieurs autres objets comme ça. Vous pouvez aussi voir Achille Mbembe, le combat nationaliste au Cameroun. Donc voilà autant de choses. Je vous en donnerai d'autres en fin de programme. Donc, Oumniobé, c'est sur cette base qu'il tente de repartir aux Nations Unies pour présenter le cas du Cameroun, pour exiger l'indépendance immédiate du Cameroun et sa réunification. Parce que la revendication essentielle de l'UPC était celle-là. Une indépendance suivie tout de suite de la réunification. C'est-à-dire que la restitution de l'intégrité territoriale du Cameroun tel qu'il était sous les Allemands. Voilà. Donc voilà, Frédéric dit que ce n'est pas très exact. Si vous avez quelque chose à dire, je vous écoute. Faites-moi des observations et je vous répondrai. Donc, Oumniobé va monter en France. Il sera retenu par les Français pratiquement une semaine, qui ne veulent pas qu'il aille aux Nations Unies. Aidé par les communistes français, il va se retrouver devant la Tribune des Nations. Des visites comme celle-là, il y en aura 6 au total, mais la première a été très très difficile. Il va exposer le cas du Cameroun, disant que le Cameroun ne devait pas être traité comme n'importe quelle autre colonie française, ce qui n'était pas d'ailleurs, même s'il est vrai que la France avait administré le Cameroun comme une colonie, une simple colonie, mais le Cameroun à l'origine n'était la colonie de personne, puisque le seul accord qu'il ait jamais eu avec une puissance coloniale était ce traité Germano-Douala datant du 12 juillet 1884. Personne n'avait des réclamations sur le Cameroun. Donc voilà la base de la revendication de Rouben Oumniobé. Les choses vont évoluer. L'UPC va être interdite, elle sera même dissoute. D'autres vont reprendre le combat. On va contraindre l'UPC à la clandestinité. Mais il faut dire que 7 ans, Frédéric parle du traité de Versailles. Le traité de Versailles est un traité illégal. Il est illégal dans la mesure où il constate, il entérine la défaite de l'Allemagne. Il place le Cameroun sous le traité, sous la tutelle de la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies. La Société des Nations elle-même qui va placer le Cameroun sous la tutelle franco-britannique. Voilà. Mais ça ne fait pas... Ce traité est illégal parce qu'il ne tient pas compte de la spécificité du Cameroun. Parce que nous sommes... vous faites manifestement allusion à la défaite, c'est-à-dire que le lendemain de la défaite allemande en 1916, et l'Allemagne étant parti, il fallait lui trouver au Cameroun une nouvelle puissance. Mais le fait que le traité de Versailles ait entériné le partage du Cameroun entre la Grande-Bretagne et la France ne rend pas cet acte légal, parce que le Cameroun était la colonie des personnes encore une fois. Donc voilà pour répondre à Frédéric Audi. Donc nous sommes dans ce contexte. Lorsque l'UPC a été poussé dans la clandestinité, après avoir perdu pas mal de ses hommes, André-Marie Mbida est devenu Premier ministre. Il est devenu Premier ministre en 1958. Il était un ardent dénigreur, comment je peux dire ça, contempteur de l'UPC. Il rejetait en bloc
le combat de l'UPC. Mais une fois que l'UPC a été déclaré illégal, il va reprendre à son compte les revendications de l'UPC. Certes, la France veut donner une indépendance nominale au Cameroun, c'est-à-dire qu'on vous donne une indépendance, mais dans les faits, vous n'êtes vraiment pas indépendant. Les UPCistes traditionnels, certains sont partis en exil, ils sont partis en Chine, on va en trouver en Égypte, on va en trouver au Ghana, très peu en France et dans certains pays africains. Certains même vont aller à Kumba, puisque Kumba fait partie de la partie anglophone, mais ils ne savent pas que les Français vont venir les y chercher. Donc, l'UPC sera donc dans cette situation. La France veut donner l'indépendance. Le premier ministre du Cameroun autonome s'appelle André-Marie Mbida. Il a repris à son compte les revendications de l'UPC. Il ne veut pas que le Cameroun se retrouve dans la même situation que le Togo. Le cas de Togo avait un même passé historique que le Cameroun, parce que Togo, colonie allemande, après qu'il avait été placé sous administration franco-britannique, avait perdu sa partie anglophone qui s'était rattachée au Ghana. Et ensuite avait été coulé dans les autres colonies françaises et administré comme une simple colonie française. Donc André-Marie Mbida ne voulait pas de ce scénario au Cameroun. Et il ne voulait donc pas l'indépendance telle que la France proposait de la donner. Alors, il va se passer deux choses. Le gouverneur résident de la France en Afrique de l'Ouest, Afrique occidentale, s'appelait Pierre Mesmer. Alors, si vous suivez les questions de politique française, Pierre Mesmer a été ministre de la Défense sous Pompidou. Il a ensuite été, je crois, son premier ministre, le tout dernier premier ministre du président Pompidou d'ailleurs. On va l'envoyer au Cameroun. Il va partir de l'Afrique de l'Ouest, on l'envoie au Cameroun. Il reste quelques temps, il part en France. Et il est remplacé par Paul Ramadier. Alors, Paul Ramadier, il ne faut pas confondre avec Jean Ramadier. Jean Ramadier, qui était son père et qui avait été ministre. Paul Ramadier vient au Cameroun. Il va rester 3 semaines. Mais pendant les 3 semaines, il va faire suffisamment de dégâts pour changer le destin de ce pays. Donc, quand il arrive au Cameroun, il arrive avec des recommandations de Pierre Mesmer au sujet d'André-Marie Mbida. André-Marie Mbida s'est brouillé avec tout le monde. Il n'en fait qu'à sa tête. Il vient d'un groupe politique qui s'appelle le BDC. Le BDC, c'est le Bloc démocratique camerounais. C'est un parti politique qui avait été créé par Louis-Paul Odjoula. Alors, Louis-Paul Odjoula, c'était un pied noir, né à Lille, des parents pieds noirs nés en Algérie. Il était médecin, mais il avait des acquaintances avec le milieu catholique, et c'est ce qu'on appelait les chrétiens laïcs. Et il arrive donc au Cameroun, où c'est à lui qu'on va devoir la pratique de l'homosexualité en guise de droit de préemption, comme le Cézanne. C'est la pratique qui est restée avec le RDPC aujourd'hui, mais je reviendrai largement dessus. Donc lui, Paul Odjoula, un grand gaulliste, il arrive au Cameroun, il va créer un parti politique. Le Cameroun n'est pas encore indépendant. Et ce parti politique s'appelle le BDC, le Bloc démocratique camerounais. Alors au sein de ce parti politique, il y a 2 collèges. Il y a ce qu'on appelle le premier collège. Bonsoir Olga et bienvenue. Il y a le premier collège. Alors, ce collège électoral, ce sont des colons résidant au Cameroun qui y votent. Alors, les nègres ou les indigènes appartenant à ce parti politique, le BDC, on va les retrouver au sein du second collège électoral. Alors, là-dedans, on va trouver des gens comme André-Marie Mbida. Lui, Paul Odjoula, va représenter le Cameroun à l'Assemblée en France, ce qu'on appelait l'Assemblée territoriale. Il va siéger avec des gens comme Aïdjo, mais ça sera beaucoup plus tard. Donc lui, Paul Odjoula, va pousser des gens comme André-Marie Mbida. C'est lui qui va découvrir le président Biya au séminaire, qui va favoriser son inscription au lycée Louis Leclerc. Et c'est également lui qui va obtenir au président Biya, avec beaucoup d'autres, hein, Félix Sabaleko, plusieurs d'entre eux, les Semengue, c'est lui qui va favoriser l'obtention d'une bourse à Paul Biya en France. Nous sommes entre les années 50, enfin nous sommes entre l'année 1950 et 1952. Alors, pour revenir à André-Marie Mbida, grâce à l'intervention de son ami Louis-Paul Odjoula
Il est député au sein du BDC. C'est un parti de droite qui promet la colonisation, enfin qui œuvre en faveur des intérêts des colons au Cameroun. Donc tous les colons au Cameroun votent au sein du BDC et dans le premier collège électoral. Alors lui maintenant, André-Marie Mbida, devenu Premier ministre, va défendre ces thèses-là, mais il ne veut pas d'une indépendance à la togolaise. Ce qui aurait le mérite de lui ravir tous ses prérogatives. Donc il va faire opposition. Donc lorsque Paul Ramadi arrive au Cameroun, il veut se défaire. Il veut se défaire d'André-Marie Mbida. Pour cela, il va trouver en Ahidjo un allié de circonstance. Ahidjo, lui, est à l'Assemblée territoriale. Il représente les gens du Nord. Il a beaucoup de députés. Et à ce titre, il fait partie du gouvernement. Il est vice-premier ministre d'André-Marie Mbida. Mais il exerce aussi les fonctions de ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il est vice-premier ministre chargé du ministère de l'Intérieur. Alors, l'autre va demander à Amadou Ahidjo de faire un putsch entre guillemets. Il va démissionner en bloc de l'Assemblée territoriale avec tous ses députés, les députés du Nord. Alors, ce qui va mettre le gouvernement d'André-Marie Mbida en minorité, quand cela ne tienne, il va constituer, il va former un autre gouvernement. Mais Paul Ramadier, qui est le représentant, qui est le haut commissaire au Cameroun, va refuser de reconnaître ce gouvernement. Mais ce n'était pas son rôle. Il n'était pas au Cameroun pour ça. Mais il va outrepasser ses fonctions et il va dire qu'il ne reconnaît pas le gouvernement d'André-Marie Mbida. Il va demander à Ahidjo de former un gouvernement et on va proposer à André-Marie Mbida de faire partie de ce gouvernement et il va refuser. Alors, à l'époque, la résidence du gouverneur, du haut gouverneur, et l'ancienne présidence, ceux d'entre vous qui étaient nés, l'ancienne présidence avant Etoudi, on m'a dit récemment que c'était devenu un palais de justice, je ne sais pas trop. Bref, quand on va lui demander, il va d'abord s'envoler à Paris, il va voir ses amis à Paris, ses amis de droite, à l'époque, François Mitterrand n'est pas socialiste, il milite au sein d'une confédération des partis où on retrouve à peu près tout, parce qu'il va faire le Parti socialiste simplement après le congrès d'Épinay en 1971. Mais à l'époque, il milite dans un parti qui s'appelle la SFIO. Donc André-Marie Mbida va voir tout ce monde-là, rien ne fera l'affaire, il reviendra, il va refuser de quitter son logement de fonction, on va l'y chasser Manu Militari. Ahidjo va devenir Premier ministre en 1958, février 1958. Oumiobe, lui, sera assassiné en septembre 1958, septembre de la même année. Mais il faut bien dire que le Cameroun, à l'époque, n'a pas d'armée. C'est-à-dire qu'en 1958, nous sommes 2 ans avant les indépendances. Le Cameroun n'a pas d'armée à lui. C'est l'armée française qui fait le travail du terrain, avec notamment le sinistre commandant Jean Lamberton. Il y a au Cameroun beaucoup de soldats africains, mais qui sont ce qu'on appelle les supplétifs de l'armée coloniale française. Et ainsi, le gars qui va tirer sur Oumiobe, merci à Big Boss Mbakom qui me dit que l'ancienne présidence est devenue un musée. Merci. Alors, c'est ainsi que, une fois Oumiobe tué, nous sommes à 2 ans de l'indépendance. De Gaulle va consentir à donner l'indépendance, mais une indépendance nominale. Lui, Paul Odjoula, le souci que lui avait, la politique qu'il avait mise en place au Cameroun consistait à faire émerger des jeunes Camerounais formés à l'européenne qui remplaceraient des gouverneurs blancs. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des gouverneurs noirs, des gouverneurs à peau noire, mais qui sont des blancs dans l'âme. Et c'est comme ça que lui, Paul Odjoula, va sélectionner, va repérer des jeunes noirs, cadres, intelligents, qu'on va former à l'école française et qui vont représenter la France. C'est-à-dire que ça sera le bras armé de la France et qui va prolonger la politique coloniale de la France, même après les indépendances. Le Cameroun, n'ayant pas d'armée à cette époque-là, c'est l'armée française qui fait le sale boulot.
même le jour de l'indépendance du Cameroun, si vous regardez les images sur YouTube notamment, vous allez voir des gens qui défilent, mais qui, avec une chanson, c'est-à-dire les paroles de l'indépendance du Cameroun, l'hymne national du Cameroun disait au Cameroun, etc., autrefois tu vécu dans la barbarie, peu à peu tu commences à sortir de ta sauvagerie. Voilà les paroles que les écoliers camerounais chantent le jour de notre indépendance. Ils défilent devant les Français. Mais pendant qu'il y a cette cérémonie de l'indépendance, il y a des gens qui se battent dans la forêt, parce que la guerre n'est pas finie. Les supécistes n'entendent pas lâcher l'affaire. Ça se bat dans les forêts, la France est là militairement, mais elle a fait appel à ses supplétifs qui sont originaires d'autres pays africains, notamment le Tchad. C'est d'ailleurs un Tchadien qui a tiré sur Oumiobe, alors que celui-ci courait. Il a trouvé la mort dans son fief de Boum-Yébel. Torturé à mort, c'est une dame qui a indiqué sa cachette aux Français. Il a été balancé par son ami de combat, Mahi Matip. Mahi Matip qui va devenir ministre d'Aïdjo. On reviendra dessus. Et nous sommes dans ce contexte-là. Vous avez des gens qui vont retrouver l'UPC après. Quelqu'un va parler de Djoumessi. Djoumessi, un Tchan, qui va devenir le président de l'UPC, c'est beaucoup plus tard. Mais on va le retourner. Les Français vont le retourner. Il va lâcher l'affaire. Il va les rejoindre moyennant de prébendes, etc., etc. Donc, entre-temps, les anglophones ne sont pas entrés dans la scène. Parce que nous sommes dans les années 58. Eux, ils n'ont pas encore obtenu leur indépendance. Ils font toujours partie de la Fédération du Nigeria. Laquelle Fédération du Nigeria elle-même fait partie de la colonie britannique. C'est une colonie britannique, etc. Certains d'entre eux vont y être des élus. Ils seront des députés. Quelqu'un comme, si vous connaissez Chief Martin. Chief Boukete. Il a été député au Parlement nigérien à Lagos. Il a même été ministre. Il a occupé plusieurs portefeuilles là-bas avant leur retour au Cameroun. Mais les Français vont avoir maille à partir avec l'UPC. Pourquoi? Parce que l'UPC était très, très structuré. Contrairement à ce que les gens ont dit, l'UPC n'était pas un parti ethnique. L'UPC, ce qui a fait son attraction au Cameroun, c'était le côté multi-ethnique. Il y avait beaucoup d'adhérents de l'UPC. Parce que quoi, 7 ans après, l'UPC comptait 800 000 adhérents repartis dans le littoral, où on trouvait le gros de tube, des troupes, pardon. On va les trouver beaucoup dans le sud. Dans le littoral, j'ai déjà dit ça, chez les Bassa, mais on va également trouver tout cela chez les Bamideke à l'ouest. Et ils vont payer un lot tribut. Un lot tribut, beaucoup plus que un tribut qui dépasse ce que les gens nous ont dit en réalité. Il y aura beaucoup de traîtrises au sein même de ces gens. Et ça aussi, je vais revenir dessus. Donc, quand Oumiobe est mort en 1958, septembre 1958, c'est le docteur Roland Félix Moumié qui va prendre la suite. Il va obtenir beaucoup d'armes de la Chine, parce que rappelez-vous que nous sommes dans le contexte de la guerre froide. Les UP6, qui ne sont vraiment pas des marxistes comme on les a accusés, ils sont allés dans les bras des communistes parce que c'est les seuls qui leur accordaient des égards, des sympathies. Donc, ils vont recevoir beaucoup d'armes. Félix Moumié va recevoir des armes de la Chine, des armes qu'on va convoyer dans le maquis. Il y avait un grand maquis dans le Mungo. Il y en avait un autre à l'ouest. Il y en avait... Excusez-moi, je vais faire quelque chose très, très rapidement. J'espère... Attendez. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous empêche de... Voilà. Voilà, c'est fait. Alors, j'ai mis un peu d'ordre. Alors, donc, il va avoir des maquis un peu partout. Mais la forte concentration sera en pays Bassa. Bien avant l'élimination de André-Marie Mida de la vie politique,
lui, sa bête noire, c'était les Bassa. Il avait d'ailleurs préconisé qu'on élimine les Bassa, etc. Beaucoup plus tard, la bête noire de Jean Lamberton, le commandant colonial français au Cameroun, sa bête noire, ça sera les Bamileke. C'est-à-dire que vous allez voir que cette histoire va évoluer au gré des circonstances. Les Bamileke qui présentaient une force économique, qui gênait les colons, parce qu'il faut bien dire que les colons étaient au Cameroun pour exploiter les ressources naturelles du Cameroun. Et ils étaient dans le transport, ils étaient dans le coton, mais ils ont trouvé en face des Bamileke des gens qui leur taillaient pièces. Voilà. Donc, on va commencer par chasser tous les Bamileke qui étaient sympathisants de l'UPC. On va commencer par les chasser de Douala, à les déporter dans des villes. On va les ramener à l'ouest. Certains étaient nés, la plupart étaient nés à Douala. L'ouest, ils ne connaissaient jamais. Mais sous la complicité, enfin sous l'impulsion des colons, on va déporter pas mal de Bamileke à l'ouest. On va en déporter au Soudan, parce que il y avait, je crois, c'est Bamenjin, hein, Bamenjin, le chef de Bamenjin, qui résistait à l'occupation française, va être torturé. On va violer ses femmes devant lui, et lui sera expulsé au Soudan, tout simplement. Et beaucoup de Bamileke vont connaître ce soir-là. On va prendre une centaine de personnes pour les envoyer à Yaoundé. On va les enfermer dans des fourgons de train, des trains marchandises. Là-dedans, il y a des hommes, certes, il y a des femmes, certains sont enceintes, et puis il y a des enfants. Arrivé à Yaoundé, en gare marchandise, tout ce petit monde est mort. On va totaliser au moins 300 morts. Morts comme ça, étouffés dans un fourgon marchandise. Voilà quelqu'un qui me répond que oui, c'était le chef Bamenjou. Oui, c'est vrai, qui s'appelait Sokunju, si mes souvenirs sont exacts. C'est Fadima Touassan qui me disait ça, qui m'a apporté la précision. Merci. Donc, voilà là où le divorce va s'opérer entre la France et certains leaders UPCistes. Beaucoup vont trouver asile au Ghana, chez Kwame Nkrumah. On va les inviter lorsque beaucoup de pays ayant eu leur indépendance, parce que le Ghana a eu son indépendance en 1957, suivi de la Guinée, qui a eu aussi son indépendance en 1958. Rappelez-vous, c'est octobre 58 lorsque Sékou Touré avait dit non à De Gaulle. De Gaulle venu à Conakry, les heurter a dit oui pour faire part de ce qu'on appelait la communauté franco-africaine, qui en réalité est l'ancêtre de la France-Afrique. Sékou Touré a dit non, en disant nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Il va accueillir beaucoup de nationalistes camerounais. Même chose pour Kwame Nkrumah. Parce qu'il faut bien rappeler que c'est l'époque où Nkrumah, Sékou Touré, Amani Diori et Modibo Keïta au Mali bataillaient en faveur des États-Unis, les États-Unis d'Afrique. Donc, en exil, on va trouver beaucoup de Camerounais. Mais ceux qui parlent du tribalisme aujourd'hui, qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun, dans l'UPC, il n'y avait pas que les Bassa et les Bamileke, il y avait les Ewondo, il y avait un économiste, c'est le premier d'ailleurs, le premier africain à avoir eu une agrégation en économie qui s'appelait Osana Osande Afana, voilà, Osande Afana, Osande Afana, je vois, c'était son nom. Et c'est le premier Africain à avoir une agrégation en économie. Il va trouver la mort dans le maquis, parce qu'il y avait plusieurs maquis. Alors ça, c'était le maquis du Sud. Le maquis du Sud, où il va trouver la mort, il sera décapité, et on va apporter sa tête au président Ahidjo. Son crâne sera livré au président Ahidjo comme en guise de trophée. Voilà. Osande Afana. Merci Flore Ali. Osande Afana, qui a été tué en 1966 et dont le crâne a été coupé et apporté comme un trophée au président Ahidjo. C'était le premier agrégé économique en Afrique. Voilà les têtes que le Cameroun a perdues. Quand on parle de Roland Félix Moumié,
Les gens se rappellent simplement de son empoisonnement en Genève en 1960. Mais ce que ne disent pas les gens, c'est que c'était un médecin. C'est quelqu'un qui soignait les fous. Il avait d'ailleurs soigné le fils d'un des colons vivant au Cameroun. Et voilà. Donc, il y avait des gens qualifiés au sein de l'UPC. Beaucoup plus tard, on a voulu dire de Robert Oumyobé que c'était un analphabète, mais non. Robert Oumyobé était très, très, très calé. C'est lui qui, en faisant les recherches, a retrouvé, s'est rendu compte, il s'est aperçu, il est revenu sur des accords entre l'Allemagne et les Douala. Et il s'est dit, mais attends, le Cameroun n'a jamais été une colonie allemande. C'était un petit business entre les Allemands et les chefs Douala. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun. Le Cameroun n'est pas une colonie allemande. C'est sur cette base qu'il va faire des revendications. Et les gens vont chercher à lui faire obstruction parce qu'il devenait très très dangereux. On va d'ailleurs dire, on va d'ailleurs l'accuser, on va dire que l'UPC ne reconnaissait pas les ethnies. Il a dit non, nous reconnaissons les ethnies. Mais la politique de l'UPC, c'est que les gens ne devaient pas se prévaloir de leurs ethnies. C'était ça la philosophie de l'UPC à l'époque. Mais les Français vont dire le contraire des choses. Mais la cible principale des Français, en dehors des Bassa, sera les Bamileke. Les Bamileke qui vont payer un lourd tribut à l'occupation allemande. Même si les principaux collaborateurs du président Ahidjo étaient des Bamileke. Parce que quand on parle de la sécurité au Cameroun, du temps du président Ahidjo, les gens vous parlent de Fauchivé. Mais ce n'est pas Fauchivé qui s'occupait de la sécurité. Le monsieur sécurité d'Ahidjo s'appelait Samuel Kamé. Samuel Kamé qui faisait ce que les Américains appellent National Security, la sécurité nationale. Fauchivé s'occupait des questions de police, parce qu'il était commissaire de police formé à Dakar. Il y avait une école coloniale là-bas qui formait tous les commissaires devant servir dans les pays du précaré. Fauchivé a été formé à Dakar, dans cette école. Mais il y avait à Yaoundé une école qui s'appelait École supérieure normale. Non, école primaire supérieure. Allez donc savoir ce que ça veut dire. Hein? École primaire supérieure. C'est là-bas qu'on a formé pas mal de cadres. C'est-à-dire que les gens à qui on apprenait à lire, à faire des petits calculs en arithmétique. Les plus brillants étaient des auxiliaires de l'administration coloniale française. Les autres étaient au PTT. D'autres étaient des clercs qui enseignaient, c'est-à-dire l'enseignement de base. Mais Ahidjo sortira de cette école primaire supérieure de Yaoundé, mais lui, il sortira comme télégraphiste. Il va travailler un peu partout au Cameroun, il va travailler à Douala comme télégraphiste, faisant des trucs au PTT. Donc voilà le contexte. Mais à cette époque, on va trouver beaucoup de bêtis qui... beaucoup d'intellectuels bêtis, parce qu'à l'époque, au Cameroun, il n'y avait pas d'université. Les gens ne faisaient pas des grandes études. Ceux qui ont pu faire des grandes études, c'était les bêtis, à la faveur, les bêtis et les anglophones d'ailleurs, à la faveur de leur proximité avec les Européens, notamment ceux qui étaient dans les séminaires. On leur donnait souvent des bourses, ils allaient en Europe, etc. Et quand ils revenaient au Cameroun, ils avaient tous eu du travail parce qu'il fallait pareil au remplacement des colons. Et c'est ce qui avait motivé lui, Paul Odjoula, à chercher des jeunes cadres, à repérer des jeunes Africains qu'on devait former. Voilà. Quelqu'un me demande si je combats les bêtis. Non, personne ne combat les bêtis. On restitue le constat des histoires. Les bêtis n'ont rien à voir dans cette histoire parce qu'eux aussi ont payé le prix fort. Je vous ai parlé tout à l'heure de Osande Afana, c'était pas un Bamileke. Je vous ai aussi parlé tout à l'heure des Bassa qui ont payé un l'outrabut, etc. Donc, il ne s'agit pas de... D'abord, les bêtis vont venir plus tard, hein, parce que je vous ai dit tout à l'heure que la première école au Cameroun, 21 avril 1845, c'était à Bimbia, chez les anglophones. Donc, les bêtis vont... Leur premier contact avec les Européens va dater de 1856. Voilà, c'est-à-dire que longtemps après les Douala et longtemps après les anglophones. Voilà, donc mon propos ne visait pas. Je restitue simplement, parce que l'histoire doit être restituée comme elle s'est déroulée. Je n'ai pas un avis que je donne, je restitue les faits tels qu'ils se sont déroulés. Voilà.
Mais quand vous parlez de Betty, tout à l'heure, quelqu'un me disait, parce qu'au Cameroun, quand on dit Betty, etc., il ne faut pas tout mélanger. D'abord, les Boulous ne sont pas des Betty. Les Boulous sont des femmes. Maintenant, vous avez les Betty. Les Betty, ce sont les Ewondo. Ce sont les Eton. Ce sont les Manguissa. Là-dedans, on va trouver les Nangai Boko, les Akoloninga, etc., etc. Donc, il ne faut pas mélanger tout cela. Les Boulous, eux, font partie de la grande famille des femmes. Là-dedans, on va trouver, certes, les Boulous, on va trouver des Ntoumou, on va trouver les Fonds, etc., etc. Voilà. Donc, il ne faut pas mélanger et dire, faire l'amalgame et dire, voilà, les Boulous, les Betty, ce n'est pas la même chose. C'est comme moi qui vous parle. Je suis originaire de la Damawa. Je suis chrétien. Et quand je rencontre quelqu'un, je lui dis, ben voilà, je suis du Nord. Il me dit, mais je ne savais pas qu'il y avait des Aoussa chrétiens. J'ai dit, mais d'abord, les Aoussa ne sont pas des Camerounais. Ils le sont devenus maintenant, à force de dire rester, mais ils ne sont pas originaires du Nord. Et tous les nordistes ne sont pas musulmans. Donc, il faut d'abord connaître l'histoire de son pays avant de s'engager en politique. Sinon, on se trompe et on dit des conneries, etc. On se trouve en porte-à-faux. Donc, il ne faut pas mélanger. Et alors, quand vous dites des anglophones, par exemple, quand on parle des anglophones, si vous prenez le nord-ouest, quand je dis le nord-ouest, je parle de Bamenda. Mais tous ces gens ont une filiation. Ils ont une filiation avec les Bamileke, parce qu'ils sont des enfants des Tikar. Et je vais vous expliquer. Si vous allez un jour dans le nord-ouest, vous allez dans des endroits comme Banso, vous allez en Njakiri, vous allez en Kambe, vous allez en Ndop, jusqu'à Bamenda. Tous ces gens sont originaires des hauts plateaux de la Damawa. Ce sont des descendants des Tikar. Si vous prenez par exemple les Bali de Bamenda, ils parlent comme les Bamoun, absolument. Mais je vais revenir tout à l'heure pour faire un parallèle avec les Bali et l'histoire du quartier Bali à Douala. Alors, si vous prenez par exemple ceux du sud-ouest, les anglophones du sud-ouest, la plupart d'entre eux sont des Sawa. Vous prenez les Banyangé, vous prenez les Bakweri, vous prenez les Bakossi. Les Bakossi qui en fait sont du Mungo, mais que le président Aïdjo avait divisé en deux pour des raisons politiques. Il a envoyé une branche à Kumba pour les diviser. Il a envoyé une autre branche en Konsamba, etc., etc. Vous connaissez la chanteuse Grace Kama, par exemple. Elle est des Bakossi, mais du Mungo. Mais elle a de la famille chez les anglophones, les Bakossi anglophones. Voilà ce que Aïdjo avait fait politiquement pour les diviser. Comme il a fait la même chose chez les Bassa, pour séparer les Bassa des Déa, c'est-à-dire de la Sananga maritime, des Bassa des Eka, qui sont du Nyon Ekele. Voilà, pour qu'ils ne s'entendent pas. C'est-à-dire pour les affaiblir. Mais quand on dit les anglophones, quand on dit par exemple les anglophones, ce n'est pas une seule entité. Ce n'est pas la même chose. Vous allez voir par exemple que quand vous regardez les anglophones du sud-ouest, notamment les Bakweri, qui parlent comme les Douala, c'est les mêmes peuples. Mais tout ce monde vient du Congo. Ils sont originaires du Congo et ils arrivent au Cameroun. Or, quand vous allez au nord-ouest, je vous ai dit tout à l'heure que tous les gens du nord-ouest viennent du haut plateau de la Damawa et viennent de l'Égypte, du Soudan, etc. Quelqu'un me dit tout à l'heure que les Bamileke vont faire ceci. Mais ce que vous ne savez pas, c'est parce que les Bamileke, ce n'est pas un groupe monolithique. Le Bamileke de Bafoussam ne comprend pas le Banjoun, qui est tout à côté de lui. Il ne comprend pas le Banganté. Celui de Banganté ne comprend pas le Bafan. Et même quand on vous dit Bafan, entre eux, il y a des différences. Vous avez le Bana qui n'accepte pas qu'on le traite de Bafan parce qu'ils ont une autre spécificité. Ils viennent même d'ailleurs de Bamendjoun, historiquement. Ils ont été à un moment capitale de l'Ouest, parce que sous l'Allemagne, lorsque les Allemands occupaient le Cameroun, etc. Donc, et il y a beaucoup de mélanges. Les premiers Bamileke, parce que quelqu'un me disait l'autre jour, j'ai lu quelqu'un me dire que les Bamileke sont arrivés à Fumbar avant les Bamoun, c'est faux. Les premiers à partir de la plaine Tikar, parce que quand vous entendez dire graphie, on appelle les Bamileke graphie. Mais là encore,
c'est de l'ignorance. On parle de grassfield, c'est-à-dire le gazon du sol. La provenance de grassfield, c'est sur les hauts plateaux de la Damawa. Voilà. C'est-à-dire que le gazon qui va en se multipliant. Et les premiers à partir de là-bas sont les Bamouns. Parce que c'est un prince Tikar, charolien, qui part de chez les Tikar pour aller s'installer à Fumban. Mais quand il arrive, il ne s'installe pas tout de suite à Fumban. Parce qu'il y avait des gens qui habitaient déjà à Fumban. Il va s'arrêter à 20 km de Fumban. Ça s'appelle Ndjumom. Alors si vous allez dans la zone, vous arrêtez là-bas un jour. Ça s'appelle Ndjumom. Donc il s'arrête à Ndjumom, 20 km de Fumban, pour aller négocier avec des gens qui habitaient déjà à Fumban. Et ces gens s'appelaient les Pambains. Si vous allez à Fumban, ils existent encore aujourd'hui. Hein. Ils existent. Ils ont même un quartier qui s'appelle Matumban, si vous connaissez Fumban. Voilà. Donc quand vous arrivez à Fumban, les seules personnes qui soient parentées au Tikar, c'est ceux qui viennent de la famille royale. Parce que le roi Njoya est un descendant de Charlien, le premier prince Tikar qui est venu installer ou bien initier le royaume Bamoun. Alors, lorsque les Bamileke, à leur tour, veulent partir, parce que je vous ai dit que l'immigration va se faire par vagues successives. Lorsque les premiers Bamileke, enfin les Bamileke vont partir, ils veulent s'installer aussi à Fumban. Mais à Fumban, il y a déjà les Bamoun. Donc il faut remonter plus haut. Ils vont s'installer à Fumban, à Bafoussam. Nous sommes au 6e, nous sommes au 7e siècle. Ils vont s'installer là-bas. Et tous les autres Bamileke vont partir, vont se détacher des Bamileke de Bafoussam. Mais les tout premiers Bamileke à s'installer à l'ouest sont des Bafoussam, qui sont les enfants des Tikar. Aujourd'hui encore, lorsque on va installer un chef chez les Bamileke, notamment de Bafoussam, on va chez les Tikar chercher de l'eau dans un lac qui s'appelle Semsem. Alors l'histoire de ce lac est assez particulière. On ne pêche pas là-bas. Si vous pêchez un poisson là-bas, vous allez attraper un poisson sec ou un poisson fumé. C'est l'histoire d'un patriarche qui avait beaucoup d'enfants. Et chez les Tikar, la tradition est qu'on ne discute pas l'héritage du vivant du chef. Donc il faut qu'il meure. Alors ce chef, ce patriarche, avait beaucoup d'enfants, des petits-enfants, derrière des petits-enfants, etc., etc. Et puis les gens disaient, mais pourquoi, quand est-ce que ce type va mourir? Quand est-ce que ce vieillard va mourir pour nous laisser la place? Et il a surpris la conversation et il était triste. Alors un petit matin, il était quoi, 3-4 heures du matin, il a pris un de ses arrière-petits-fils, il l'a amené dans la savane. Alors dans la savane, vous savez, les éléphants passent pour aller boire. Et quand il a plu, leurs pattes laissent des trous, ça laisse des empreintes. Et quand il pleut, ces empreintes conservent des petits points d'eau. Donc il va arriver, il va s'installer, il va laisser son arrière-petit-fils sur une colline, et il va sortir une poudre qu'il va déverser partout. Et l'eau va commencer à sortir de la terre. Et son petit-fils, ne le voyant plus, court au village, dit, mais tiens, grand-père a disparu, etc. Donc, c'est ce lac, chez les Tikar, de Bankim notamment, à 10 km de Bankim, qui s'appelle Semsem, c'est là où tous les Bamileke, lorsqu'ils veulent introniser leur chef, y compris le sultan des Bamoun, ils viennent chercher de l'eau pour le laver. Voilà, c'est un rite, etc., etc. Alors, ce qui fait que, quand vous regardez historiquement, tout le monde au Cameroun, en dehors de ceux qui sont venus du Congo, après, parce que les Bantous sont tous partis par l'Égypte, mais quand vous regardez historiquement, les gens ont à peu près les mêmes origines. Si vous prenez par exemple, vous regardez la biographie du président Biya, vous allez sur le site officiel du RDPC. Alors, vous apprenez que le président Biya, il est par ses ancêtres du clan Yezoum, originaire de la Damawa. Et là encore, nous sommes au 15e siècle. C'est-à-dire que tous ces gens sont venus de là. Quand vous regardez par exemple l'histoire de Boulou, vous prenez l'histoire des Ewondo, tous ces gens sont venus du nord. Il y a même des dialectes. Vous prenez des dialectes comme les Tikar, vous allez trouver là-dedans des similitudes.
avec Ewondo, avec Lewondo, ou alors même avec le Boulou. Donc, nous avons une communauté de destin en ce qui concerne les origines. Discriminer quelqu'un au seul motif de son appartenance tribale, c'est franchement, c'est complètement absurde. Donc quand vous regardez l'histoire de ces gens, de ces peuples, et ils commencent à se détester sur la base d'une appartenance tribale, on dit les Bamileke. Mais allez en Bouddha, vous venez de Bafoussam, vous parlez Bafoussam à quelqu'un de Bouddha ou de Babadjou, il ne comprend pas de quoi vous parlez. Vous êtes pour lui étranger au même titre qu'un Aoussa, au même titre qu'un Douala, etc., etc. Mais pourtant, ils sont tous des Bamileke. Mais ils ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas du tout. Voilà. Mais dans l'entendement des ignorants, parce que moi j'ai dit au Cameroun, il y a une seule tribu. Il y a une seule tribu au Cameroun, c'est la tribu des ignorants. C'est ça. Mais quand vous n'êtes pas ignorant, vous n'allez pas détester quelqu'un. La tribu, c'est comme la famille. On choisit pas sa famille. On choisit pas son pays. On choisit pas ses parents. Vous pouvez détester quelqu'un parce qu'il a une paire de lunettes qui ne vous plaît pas. Vous pouvez détester quelqu'un parce qu'il a un style d'habillement qui ne vous convient pas. Ou il a une certaine façon de parler. Mais vous n'allez pas détester quelqu'un juste parce qu'il est noir, par exemple. Nous qui vivons en Europe. Vous n'allez pas me détester juste parce que je suis noir. Je n'ai pas choisi le teint que j'ai. Vous n'allez pas détester quelqu'un juste parce que il est... Peggy, je vais vous donner ça en inbox. C'est Peggy qui me demande... je vais vous donner toutes ces références-là. Je vais vous en donner plusieurs. Donc voilà l'histoire. Mais l'autre jour, quand je parlais du président Biya qui avait évoqué le multipartisme et qui n'était que suspendu dans la Constitution, etc., l'avocat, mais le bâtonnier Yondon Black va se servir de cela pour revendiquer l'instauration du multipartisme au Cameroun. On a eu l'autre jour à Genève quelqu'un qui m'a parlé de la base. Ce qui s'est passé à Genève l'autre jour et que les autorités suisses étaient devant un dilemme. Le président Biya était en visite privée. Est-ce que on devait lui interdire de venir en Suisse? Il est chef d'État et il dit avoir été réélu au Cameroun. Est-ce qu'il appartenait aux Suisses de dire qu'il a été élu ou il n'a pas été élu? Alors les Suisses sont partis du postulat suivant. Les Suisses ont dit, voilà, ce type est président de son pays. Président contesté, controversé même. Mais au terme, parce que vous avez des considérations pratiques, mais vous avez aussi, comment il dit ça, vous avez ce qu'on appelle les obligations internationales d'un pays. Et en ce qui concerne quelqu'un comme Paul Biya, on tient compte des accords de Vienne. La Convention de Vienne 1962 relative à la réciprocité de l'inviolabilité de l'immunité diplomatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai mon ambassade dans votre pays, moi par exemple je suis Camerounais, je suis président du Cameroun, j'ai mon ambassade dans votre pays, vous ne respectez pas l'inviolabilité de ma représentation diplomatique, je vais vous rendre l'appareil dans mon pays. Si vous allez dans mon ambassade, vous allez arrêter mes diplomates. Dans mon pays, je vais aussi arrêter vos diplomates. Voilà ce qu'on appelle la réciprocité de l'inviolabilité de l'immunité diplomatique. Mais ayant dit cela, les Suisses ont estimé qu'ils ne pouvaient pas, dans le même temps, faire souffrir leurs concitoyens du fait de la présence d'un président considéré comme dictateur et usurpateur. Le périmètre dans lequel se trouve l'hôtel intercontinental de Genève, ce périmètre compte à lui seul 12 représentations d'institutions internationales. Vous avez bien vu à la télé, on a gazé les manifestants, etc., etc.
Mais le gaz lacrymogène, quand vous vous en servez, ne reste pas sur la personne que vous gazez. Il s'épapille partout. Il se trouve que dans les alentours, il y a des gens qui habitent. Il y a des enfants qui ont pris ces gaz en plein visage. Donc, les autorités suisses ont été obligées de se réunir. Ils ont dit au président camerounais, voilà, nous ne nous mêlons pas de vos histoires. Nous n'allons pas nous substituer à votre peuple. Mais votre présence commence à poser problème. Il serait préférable que vous repartiez avant de revenir. Parce que Paul Biya, il habite cet hôtel depuis, pas seulement depuis qu'il est devenu président, depuis 1969. C'est-à-dire qu'en 1988, il faisait son 50e séjour à l'hôtel intercontinental de Genève. Ce sont les documents officiels, hein, ce sont des informations qui sont du domaine public. On n'est pas ici pour vous révéler, je ne sais pas moi, quel secret d'État, mais ce sont des informations qui sont du domaine public. Et c'est pour ça que les Suisses étaient bien embêtés, parce que d'un côté, ils avaient cet aspect des choses où il fallait respecter un chef d'État, l'immunité qui va avec, la fonction qui va avec. Il n'est pas le seul dictateur qui vient là-bas. S'ils commencent avec lui, où vont-ils s'arrêter, etc. Excusez-moi 2 secondes, je mets un peu d'ordre en bloquant les indésirables. Voilà. Et c'est fait. Voilà. Très bien, on peut repartir. Donc, il fallait lui indiquer de façon diplomatique qu'il fallait trouver un moyen pour écourter son séjour. Parce que la base menaçait de repartir. Samedi, hier. C'est-à-dire que s'il n'était pas parti comme il est parti, la base allait repartir. Et c'était insupportable. Ce n'est pas tant lui que les activistes de la base visaient. Parce que à la base, ils ne sont pas des imbéciles. Ils savent très bien que vous n'allez pas arrêter un chef d'État sans que ça appelle des conséquences, etc. Ce n'est pas ce qu'ils cherchaient. Mais en posant certains actes, notamment en ce qui concerne la réservation, le système de réservation groupée et bloqué, on occasionnait un manque à gagner aux citoyens lambda suisses. Avec tout le boucan que vous avez vu, avec les fumées que vous avez vues, Genève devenait invivable. Et donc, c'est de ça qu'il s'agissait l'autre jour. Il ne s'agissait pas d'aller arrêter Paul Biya, ce n'était pas le projet de la base. Parce que le projet de la base, à plus long terme, c'est l'avènement d'un état de droit au Cameroun. Un état démocratique, où on puisse ensemble, dans un cadre défini, qui sera défini par tous les Camerounais, définir l'état, la forme de l'état à prendre. Comment est-ce qu'on va aller de l'avant? Comment est-ce qu'on va pouvoir vivre ensemble? Voilà le projet de la base. Mais vous savez, dans toute organisation, tout n'est pas parfait. Il peut y avoir des dérapages. Mais ce qu'il faut bien dire aux Camerounais, ce n'est pas un combat. Bonsoir à mon ami Fimen Gale qui ne prend jamais le téléphone. Bonsoir et bienvenue. Ce qu'il faut bien dire aux Camerounais, que ce n'est pas un combat. C'est-à-dire que certains font savoir, voilà, les Bamileke vont venir au pouvoir et ils vont tuer tous les bêtis. Mais il n'y a pas que les Bamileke et les bêtis au Cameroun. Il y a beaucoup d'autres peuples. Au Cameroun, on compte un peu moins de 300 ethnies et tribus. Donc, il n'y a pas que les Bamileke et les bêtis au Cameroun. Il y a beaucoup d'autres ethnies. Et quand vous regardez le projet du professeur Kamto, vous voyez les gens dont il s'entoure. Vous prenez par exemple quelqu'un comme Christian Penda Ekoka, qui n'est pas Bamileke. Mais quand on regarde, moi personnellement, quand Kamto est venu à Londres, moi je ne le connaissais pas. Si j'ai quitté le Cameroun il y a très longtemps, il y a un ami qui m'a invité de venir le rencontrer. Je ne suis pas parti parce que je ne le connaissais pas. Je me disais, ben voilà, encore quelqu'un comme John Fundi, etc. C'est mon ami et grand frère, Christian Penda Ekoka, qui m'a fait parvenir le programme de Maurice Kamto. Et c'est à la vue de ce programme, à la lecture de ce programme, que j'ai pris fait et cause pour lui. Voilà, c'est-à-dire qu'on vote quelqu'un. Moi, je ne connais pas le programme du président Biya. Je sais qu'il a été chez moi à Maroua, il a fait un discours de 7 minutes et il est parti. Voilà. Mais ce qui nous a fait nous engager derrière le projet politique de Kamto, ce sont des propositions qu'il a faites au Camerounais. Et nous lui accordons un bénéfice du doute. On lui a posé plusieurs questions.
Beaucoup d'entre vous, je ne sais même pas si vous connaissez son programme. Ceux qui passent la journée à l'insulter ou je ne sais pas moi, est-ce que vous connaissez son programme? Nous lui avons posé des questions. Nous lui avons posé des questions. Un groupe d'économistes s'est constitué. Nous lui avons demandé, bon, vous ne venez pas faire la démagogie comme les autres. Comment est-ce que vous proposez, par exemple, de régler la question des infrastructures au Cameroun? Il a répondu, l'État du Cameroun ne dépensera pas 5 francs. Et nous lui avons dit, mais monsieur Kamto, comment vous dites que vous allez régler les infrastructures du Cameroun et vous n'allez pas dépenser 5 francs? Il nous a donné un exemple. Il nous a dit, regardez la Côte d'Ivoire, regardez les infrastructures de la Côte d'Ivoire. Vous savez ce que ça leur a coûté? On lui a dit non, monsieur. Il nous a demandé de donner un chiffre. J'ai avancé des milliards. Il a dit non, ça ne leur coûte rien du tout. Il dit, le Cameroun n'est pas un pays pauvre. Si j'arrivais aux affaires, si mes compatriotes me faisaient confiance, je vais faire appel, je vais lancer des appels d'offres pour toutes les routes du Cameroun. Je vais leur dire, monsieur, vous construisez ces routes très rapidement parce que nous avons besoin d'infrastructures. Et vous avez 50 ans pour récupérer votre argent. Vous allez le récupérer comment? Vous faites des autoroutes. Vous faites des autoroutes, des péages, et vous récupérez votre argent. L'État du Cameroun n'aura pas dépensé un seul centime. Nous lui avons demandé, nous lui avons posé une autre question. On lui a dit, mais monsieur le professeur, comment est-ce que vous allez régler les inégalités sociales au Cameroun? Il nous a dit, écoutez, quand vous faites un recensement, le Cameroun a un peu moins de 25 millions d'habitants. Il nous a dit 25 millions d'habitants, c'est un peu plus de la moitié de la population de Londres. Il dit, compte tenu des ressources dont dispose le Cameroun, les Camerounais ne devaient pas mourir de faim, y compris ceux qui ne travaillent pas. Parce que la nature n'a pas doté tout le monde de la même intelligence. La nature n'a pas doté tout le monde des mêmes capacités, des mêmes opportunités. L'État, dans ses fonctions régaliennes, doit prendre la main de ceux d'entre nous qui ont eu des accidents de vie, ceux qui sont handicapés, ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des grandes études, ceux qui sont sans emploi. L'État pourra compenser certains salaires. Quand je dis compenser, c'est-à-dire que vous avez un salaire qui ne vous permet pas de vivre, mais l'État vous verse le supplément qui manque pour que vous ayez droit à une vie décente. Le professeur Maurice Kamto disait, quand vous dites le droit à la vie, les droits de l'homme, c'est ce que dit le professeur Maurice Kamto, c'est dans son programme, vous pouvez voir. Il dit le premier droit, c'est le droit à la vie. Et quand on dit droit à la vie, c'est droit à une vie décente et une vie digne. Quand vous dites par exemple que au Cameroun, il y a l'autosuffisance alimentaire, c'est une grosse escroquerie. Certes, il y a l'autosuffisance alimentaire, mais l'autosuffisance alimentaire, et c'est ce que dit le professeur Maurice Kamto dans son programme, l'autosuffisance alimentaire ne veut pas dire manger les bâtons de manioc tous les jours. Ça veut dire manger varié et manger à sa faim. Combien de Camerounais mangent à leur faim? Combien de Camerounais vont en vacances? Quand on parle du Camerounais, on ne parle pas des Camerounais qui sont des ministres, etc. On parle du Camerounais moyen, c'est-à-dire la classe moyenne, le Camerounais lambda. Ici, vous venez en Europe, vous trouvez quelqu'un qui fait le ménage, quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, il est manœuvre, etc. Il va en vacances, il a des possibilités. Et c'est de ça que parle le professeur Maurice Kamto. On ne parle pas des Bamileke qui viendraient chasser les méchants Bamileke qui viendraient chasser les bêtises, et ce serait tout de suite une guerre civile. Mais personne n'a il faut être fou pour faire cela. Vous savez des mariages interethniques qui se passent au Cameroun? Vous avez... comment vous dites ça? Vous avez... j'ai des amis Betty qui ont épousé des Bamileke. J'ai des amis Betty, des amis femmes qui ont épousé des Bamileke. Et il y a des mariages qui naissent de ces histoires. Et du jour au lendemain, on va faire table rase. Et puis c'est comme atteint par un instinct de sauvagerie, on va commencer à massacrer nos propres compatriotes. Les gens avec lesquels nous vivons ensemble, tous les jours. Pour dire que voilà, on va attaquer cela, oui, bon voilà, les bêtises nous ont fait bon ours. Non mais attends, réveillez-vous mes chers amis. Si vous raisonnez comme ça, c'est que vous ne connaissez pas le Cameroun. Vous ne connaissez pas du tout le Cameroun. Les Camerounais ne vivent pas comme ça. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il y a la politique que vous allez opposer vos frères. Ceux qui viendront au pouvoir, quels que soient ceux qui viendront demain au pouvoir, ils vont avoir à gouverner les Camerounais. La capitale du Cameroun est située à Yaoundé. Yaoundé, ce n'est pas une ville de Bamileke,
Il y a des Bamileke qui y sont nés, oui. On ne va pas déplacer la capitale du Cameroun pour la mettre à Bafoussam ou pour la mettre à Baham au motif qu'un Bamileke serait devenu président. Mais Kamto n'est pas le représentant des Bamileke, mes chers amis. Si vous avez voté Kamto, ou bien vous suivez Kamto parce qu'il est Bamileke, mais changez de candidat. Parce que quand vous avez suivi ce qu'il a dit le 26 janvier dernier, lors de la marche à Douala. Excusez-moi. Vous pouvez regarder. Lors de la marche, bonjour Makoumari, bienvenue, bonjour Georges Abondo. Vous pouvez regarder par exemple, lors de la marche du 26 janvier dernier, 2 jours avant l'arrestation du professeur Kamto, qu'est-ce qu'il a dit? Les images sont là, je peux les vous envoyer. Il a dit, ce combat n'est pas le mien, ma vie est derrière moi. Même si je devenais président demain, je ne vois pas ce que je ferais que je ne peux pas faire en n'étant pas président. Il a dit aux gens, arrêtez de dire Kamto, Kamto. Ce combat est le vôtre et celui de vos enfants. Si je tombe, si je meurs, enjambez mon corps et continuez la lutte. Voilà ce qu'a dit le président Kamto. Et il dit, merci Gaston Toumba Issobé. Il me dit de boire de l'eau. Merci, c'est gentil. Alors, il me dit, il a dit, et c'est public, ce que je vous dis là, ce n'est pas un secret d'État. C'est du domaine public. Le professeur Kamto a dit, continuez la lutte. Pas la lutte contre vos compatriotes, non. La lutte pour notre pays. Pour sortir de l'état de misère, de banqueroute dans lequel on nous a foutus. Est-ce qu'on nous confie l'organisation de la Coupe africaine des Nations? Le Cameroun, un grand pays comme le Cameroun. Est-ce que vous savez que c'est grâce au Cameroun, en 1990, grâce à la prestation, bonsoir Caroline Cuya, bonsoir à toi, bienvenue. C'est grâce à la performance des Lions Indomptables, en 1990, que l'Afrique peut désormais aligner 5 clubs en phase finale d'une Coupe du Monde. Jusque-là, nous n'en avions que 2. Quand on parle du football en Afrique, c'est le Cameroun. Il y a des gens ici, des Européens qui ne connaissent le Cameroun. Je suis allé au Pérou. Et quand je dis Cameroun, la première des choses, on m'a dit Roger Mila. Voilà le pays qui est incapable d'organiser une compétition de football. Le Cameroun du président Aïdjo. Vous pouvez imaginer ça? Vous qui parlez de Bamileke et de Betty et ceci, cela, est-ce que vous pensez que cette nuit-là, un Camerounais a bien dormi? Le professeur Kamto, avant qu'on l'arrête, le disait. Nous avons tous été humiliés. Nous avons été collectivement humiliés. Nous, les Camerounais. Des pays comme le Mali. Je n'ai rien contre le Mali, c'est un pays frère. Mais des pays comme le Mali arrivent à organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Des pays qui bénéficient d'aide financière du Cameroun. Et nous sommes incapables. Mais au lieu de parler de cela, vous vous rouez sur des trucs, des bagarres de chiffonniers. Oh, le même Américain ne sera jamais président au Cameroun. Mais on ne peut pas raisonner comme ça. Si on raisonnait comme ça, le président Aïdjo, lui, il était du Nord. Il était un peu du Nord. Il ne pouvait pas dire, oui, voilà, un Betty ne sera jamais président. D'abord, Paul Biya n'est pas Betty, c'est un boulou. Et les boulous ne sont pas des Betty, les boulous sont des femmes. Il faut bien le dire. Et il faut, je dis ça à mes amis, il faut éviter de dire cette histoire de Betty, fan, etc. Parce que tout le monde est logé à la même enseigne. Moi qui vous parle, j'ai de la famille parmi les ministres. Des gens qui nous maltraitent. Aucun Camerounais ne quitte son pays de gaieté de cœur. À mon âge, j'ai des gens que j'aimerais revoir tous les jours. Vous qui êtes au Cameroun, peut-être que vous n'êtes jamais sorti du Cameroun, mais si ce n'est pas facile de quitter son pays, de quitter sa famille, de quitter ses amis, son village, et d'aller vivre chez les autres. Personne ne le fait de gaieté de cœur. Personne ne le fait de gaieté de cœur. Nous vivons chez des gens, mais vis-à-vis de nos frères, nous montrons l'intolérance. Les gens qui sont nés dans le même pays que nous, nos frères, les gens qui construisent le pays avec nous, ils peuvent faire du commerce,
ils peuvent faire l'agriculture qui nourrit tout le Cameroun. Parce que le Cameroun, l'Ouest Cameroun, c'est le grenier du Cameroun et même de l'Afrique centrale. Ils peuvent faire le transport, ils peuvent avoir des morgues, ils sont médecins, ils ont souvent des cliniques privées où vous leur confiez la vie, vos vies et celles des gens qui vous sont chers, mais ils ne peuvent pas être président. Au nom de quoi? Est-ce qu'il y aurait des Camerounais de seconde classe? Il y aurait des Camerounais qui seraient plus Camerounais que les autres au seul motif de leur appartenance ethnique? Quand nous nous traitons comme ça entre nous, qu'est-ce que vous voulez que les Blancs disent de nous? Quand vous venez ici, vous criez au racisme. Mais chez vous, vous vous traitez comme des animaux. C'est-à-dire que le seul critère, c'est l'appartenance à une ethnie. Si vous détestez quelqu'un parce qu'il est un voleur, oui. Paul Biya, nous le critiquons. Nous le critiquons pourquoi? Parce que sa gestion a été calamiteuse. Il a mangé son pain blanc, comme on dit. On lui a donné une chance. Dans mon village, c'est mon oncle qui représentait le RDPC de Paul Biya. Lorsque j'étais étudiant, en 1982, j'avais 18 ans, en France, Paul Biya est arrivé au pouvoir, nous lui avons accordé un préjugé favorable. Parce que tous les gens qui avaient mon âge n'avaient jamais connu que le président Ahidjo. Et lorsque Biya est devenu président, nous avons applaudi. Nous nous sommes dit, mais enfin, voilà un jeune. Il avait 49 ans en 1982. Nous nous sommes dit, mais bravo, voilà un jeune. En plus, un intellectuel. Et voilà quelqu'un qui va nous comprendre. Et il avait commencé son discours en disant, aucun Camerounais n'aura plus besoin d'aller en exil pour exprimer ses opinions. Voilà ce que le président Biya disait. Il est arrivé en France, nous avons été accueillis nombreux. Sur le perron de l'Élysée, il a dit, l'UPC, parti auquel j'appartenais quand j'étais étudiant, c'est Biya qui parle. Ces dirigeants, même si ce parti n'est pas reconnu au Cameroun, peuvent revenir au Cameroun quand ils veulent. C'était l'engouement. Les étudiants camerounais en France, on avait doublé leur bourse.